Alors, maintenant, on se tourne vers une autre présentatrice, Michèle Drapeau, ma chère collègue, qui est paléanthropologue, professeure titulaire au département d'anthropologie et dont les recherches sont vraiment axées sur les processus d'hominisation, notamment les hominidés et la bipédie, à travers l'analyse de la morphologie et de la fonction de cette morphologie. Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir Michèle. Voilà, merci Michèle d'avoir accepté de venir. Voilà. Donc, j'imagine que tout le monde voit bien. C'est parfait, Madame Drapeau. Excellent. Donc, je voulais remercier tout d'abord les organisateurs du CADA pour l'invitation à parler, puis évidemment à tous les auditeurs qui sont venus pour écouter. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de présenter, c'était dans le fond de de faire ressortir, si on veut, les raisons du succès de l'espèce humaine, qui est une espèce très globale. Donc, j'essaie de rester dans le thème là, du congrès. Donc, pour donner un petit peu un contexte géologique et temporel, j'aimerais plutôt dire de l'évolution humaine. Ici, vous avez donc des grandes périodes géologiques, dont le Jurassique et le Crétacé, qui était la période de l'âge d'or des dinosaures, si on veut. Mais à la fin du Crétacé, il y a l'extinction massive des dinosaures et les mammifères qui existaient à cette époque-là, mais qui étaient une faune quand même qui occupait très peu de place, c'était des tout petits animaux. Il va y avoir, quand la Terre se vide, si on veut, de dinosaures, la place est laissée pour les mammifères. Il va y avoir des radiations adaptatives de mammifères et les primates font partie de cette radiation adaptative. Ici, c'est un graphique, bon, je ne m'attends pas à ce que vous lisiez tout, mais c'est en fond, c'est une phylogénie des primates. Et c'est pour vous montrer un petit peu où on pense qu'est l'origine, si on veut, du grand clade, du grand ordre des primates, duquel on fait partie, évidemment. On voit que c'est dans la zone en gris, donc c'est une période qui est au Crétacé. Donc, on voit que l'évolution des primates commence au Crétacé, mais la diversification, notamment des espèces, va se faire beaucoup plus tard, dans une période plus tardive, plutôt après le Crétacé. Mais ici, ce que je veux faire ressortir, si on veut, c'est l'ancienneté de notre lignée, si on veut, tout le chemin évolutif qui est derrière nous, si on veut. Au tournant du siècle passé, on avait cette idée que l'humain était très différent des autres primates. On reconnaissait quand même des affiliations avec l'ordre d'autres primates, dont entre autres les grands singes, qui sont représentés ici à droite. Est-ce que vous voyez mon curseur? Je ne sais pas si quelqu'un peut me le dire. J'espère que oui. Tout à fait. OK, parfait. Donc, ici, on a les grands singes, donc les gorilles, chimpanzés, orang-outans et les gibbons. Et on avait l'origine de la lignée humaine, si on veut, qu'on mettait à l'Oligocène. Donc, à une période très ancienne, on voyait l'humain comme étant très différent quand même de ces grands singes-là. Et on voyait une séparation qui était très, très ancienne. Mais depuis, évidemment, avec des études comparées plus poussées et surtout des analyses génétiques, on a compris qu'en fait, l'humain n'est pas une branche séparée de celle des grands singes, mais on est une branche à l'intérieur du clade des grands singes qu'on appelle les hominidés. Et on peut même voir, on est vraiment inséré dedans, c'est-à-dire qu'on est très, très proche, en fait, des chimpanzés bonobos. On est dans le fond les deux groupes les plus proches parmi les grands singes. Donc, on n'est pas une branche complètement séparée, mais on est juste une branche parmi celles-ci avec nos plus proches cousins étant les chimpanzés bonobos. Je dis toujours, si on demandait à un chimpanzé d'aller voir son plus proche cousin sur la planète, c'est nous qui devrions venir voir et non pas le gorille, même si on a l'impression qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais en réalité, on a un ancêtre commun là, après la séparation de la lignée gorille. Évidemment, l'origine de cette lignée-là, de la lignée uniquement humaine, on va dire, date pas donc du milieu de l'Oligocène comme il était illustré ici. Là, je vous ai mis comme le tertiaire là, à l'échelle, si on veut, mais va plutôt dater d'une période beaucoup plus récente qui est, si on veut, la toute fin probablement du Miocène.
Et donc, si on veut, on a l'origine des primates et on voit que l'origine de la lignée humaine, elle, est beaucoup, beaucoup plus récente par rapport à tout le parcours évolutif de l'ordre des primates. Et donc, notre héritage est très, très primate. On est vraiment juste ce qui nous différencie, si on veut, des autres primates, a évolué de façon très récente en termes relatifs. Et ça, c'est l'origine de la lignée humaine, donc qui inclurait les australopithèques, etc. Mais si on regarde juste notre espèce, c'est-à-dire Homo sapiens, on a une origine qui est encore plus récente, évidemment, parce qu'on est une espèce tardive dans la lignée humaine. Les plus anciens crânes seraient datés d'à peu près 300 000 ans, qui est attribué à Homo sapiens. Probablement que l'origine de l'espèce serait un peu plus ancienne que ça, mais quand même, en gros, on va dire une origine de notre espèce qui est très récente, où là, on la retrouve dans le Pléistocène. Donc, ici, ça montre aussi, encore une fois, comment notre espèce, Homo sapiens, a une origine très, très récente, finalement. Ici, je vous montre une carte de la Terre, juste pour vous montrer, par exemple, si on se compare aux autres grands singes, qui sont nos plus proches cousins. Ici, j'ai mis la distribution des ce que j'appelle les grands singes, c'est-à-dire les orang-outans à Bornéo et Sumatra, et les gorilles et chimpanzés en Afrique centrale. Et on peut voir qu'ils ont une distribution qui est très limitée. Je pense que cette distribution-là, dans le passé pas trop lointain, était quand même plus grande, mais ça se limitait quand même à des zones très tropicales. Et je vous la fais contraster ici à la distribution d'Homo sapiens. Et on peut voir qu'Homo sapiens domine complètement là, au niveau de la distribution géographique et recouvre aussi, je vous fais remarquer, les aires occupées par les grands grands singes actuels. Si on regarde en nombre d'individus, donc le nombre d'Homo sapiens versus le nombre de gorilles, chimpanzés, orang-outans actuellement, en fait, ici, j'ai essayé d'être conservatrice. J'ai multiplié par 10 le nombre de chimpanzés, gorilles et orang-outans pour compenser un peu pour pas les extinctions, mais la décimation de ces populations-là de façon assez récente. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en vert, c'est les Homo sapiens, puis la toute petite ligne que vous voyez ici, ça serait le nombre de grands singes. Donc, encore une fois, au niveau de nombre, pas seulement géographiquement, mais aussi en nombre, on écrase nos plus proches cousins, clairement. Et ici, c'est un graphique intéressant. On voit dans le fond la biomasse occupée par les mammifères sur la Terre en tonnes de carbone, si on veut, parce qu'on est des êtres à base de carbone. On voit qu'il y a à peu près 100 000 ans, on estimait qu'il y avait à peu près 20 millions de tonnes de carbone dans le fond, de mammifères. Okay, ça, c'était, si on veut, la place occupée par les mammifères. Quand on saute à 10 000 ans, donc, on voit qu'il y a une réduction, en fait, de cette biomasse-là. Probablement, on pense liée à l'extinction des mégafaunes, possiblement liée à l'humain, qui avait peut-être chassé une bonne partie de ces animaux-là. Donc, on voit une diminution, en fait, de la biomasse mammifère. Et on voit la biomasse humaine, en fait, on la voit à peu près pas. C'est une petite ligne toute fine qu'on peut à peine discerner dans cette barre-ci. Et si on zoome maintenant il y a à peu près maintenant 100, un peu plus de 100 ans, regardez ce qui se passe. La biomasse juste des êtres humains devient très, très grande. Et si on ajoute à ça la biomasse ici du cheptel, donc des animaux que les humains ont domestiqués et élèvent pour leurs propres besoins, on voit dans le fond qu'il y a une explosion de la biomasse occupée par l'humain. Et en contrepartie, la biomasse des mammifères sauvages va avoir diminué aussi parce qu'évidemment, en prenant tant de place, on écrase un peu les autres faunes mammifères. Et regardez ce qui se passe une centaine d'années plus tard. C'est absolument effarant, je dirais, quand on regarde ces chiffres-là, la biomasse occupée par juste des êtres humains sur la Terre. Et si on rajoute la biomasse du cheptel, ça écrase littéralement la biomasse qu'on voit des animaux sauvages. Donc, c'est un petit peu, ça ouvre les yeux quand on voit ça comme ça. Et évidemment, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les raisons du succès de l'espèce humaine? Pourquoi on a tant de succès? Parce que d'un point de vue évolutif, on qualifierait ça de très grand succès évolutif, d'avoir une espèce aussi répandue que ça. Évidemment, la première réponse à ça, c'est en raison des adaptations culturelles de l'humain.
Donc, on sait que l'humain, avec ses adaptations, est capable, en fond, très rapidement de s'adapter à des conditions qui, à prime abord, au niveau juste de sa biologie, auxquelles il ne serait pas capable de s'adapter. Ici, j'ai un exemple classique d'Inuit. En fait, les Inuits, comme tous les Homo sapiens actuels, comme vous et moi, on est des primates tropicaux. Et la seule façon qu'un Inuit peut aller vivre en Arctique, ou même un non-Inuit, c'est en recréant les tropiques à l'intérieur des vêtements. C'est donc une adaptation culturelle. À ça s'ajoute évidemment, bon, par exemple, le kayak, le transport, les armes pour chasser, etc. Donc, c'est clair que les adaptations culturelles sont très importantes, mais pourquoi l'humain a des adaptations culturelles et pas les autres animaux? Et aussi, je rajoute à ça, éventuellement, aussi arrive l'agriculture et le pastoralisme qui vont faire qu'effectivement, l'humain va prendre une place là, vraiment écrasante sur la Terre. Donc, c'est quoi les caractéristiques de l'humain qui font que lui a pu, si on veut, développer une culture et prendre toute cette place-là, devenir un être global? Donc, une des premières caractéristiques, évidemment, à laquelle on va penser, c'est la grande intelligence de l'espèce humaine. L'espèce humaine, quand on pense à l'intelligence, on va souvent penser, on a un gros cerveau. C'est vrai que les humains, on a un gros cerveau, mais lorsqu'on se compare en termes absolus à d'autres espèces comme l'éléphant ou les baleines, on peut voir que notre cerveau n'est pas le plus gros sur la planète. Mais on sait que l'intelligence, ce n'est pas directement un facteur de la taille absolue du cerveau. Ce qui est important, c'est beaucoup plus la taille relative du cerveau, la relative à la masse corporelle. Donc, il faut regarder la masse de l'animal et voir sa taille du cerveau. Et c'est ça qui va nous donner une indication, si on veut, un peu plus de son intelligence. Donc, si on a une régression où on a la masse corporelle de différents animaux sur la planète par rapport à la masse de leur cerveau, en blanc, ici, vous avez les reptiles et les poissons. Et en noir, vous allez avoir les oiseaux et les mammifères. Et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les reptiles et les poissons, pour une masse donnée, par exemple ici, ont un cerveau qui est nettement plus petit en moyenne. Lorsqu'on regarde les mammifères, c'est les cercles ici, les triangles étant les oiseaux. Lorsqu'on regarde les mammifères, on a en rouge les primates. Et ce qu'on peut voir tout de suite ici, c'est que les primates en général ont un cerveau qui est plus gros pour une masse donnée, même lorsqu'on les compare à d'autres mammifères. Donc, on voit qu'un cerveau plus gros, c'est une tendance de primate. Et ici, on a, on a les Homo sapiens qui ont vraiment un cerveau quand même très gros pour leur masse. C'est eux qui sont les plus loin, si on veut, de cette régression-là. Et c'est la distance de cette ligne-là qu'on va calculer, qu'on va appeler le quotient d'encéphalisation. Et lorsqu'on regarde le quotient d'encéphalisation, là, on voit que l'humain, effectivement, ressort gagnant, si on veut. Il y a vraiment un très grand quotient d'encéphalisation et c'est lui qui est le plus loin de la régression, je vous ai montré tantôt. Mais on peut voir que les baleines ont quand même des quotients assez intéressants, même qui dépassent, si on veut, ceux des autres grands singes. Mais on pourrait donc penser que certains cétacés sont plus intelligents, mais en fait, il n'y a pas juste la taille du cerveau relative qui va déterminer l'intelligence. Il va y avoir aussi la taille du néocortex, qui est là où va se faire, si on veut, l'apprentissage, la mémoire, etc. Donc, la proportion que le néocortex occupe par rapport au reste du cerveau qui va être important aussi. Donc, si vous avez un graphique où on a en orange le néocortex par rapport à la taille du thalamus, qui est ici. Et donc, on a ici, c'est un peu plus limité comme régression. On va avoir nos plus proches cousins des toupailles, par exemple, qui vont avoir finalement on va dire, le thalamus comme une partie plus, si on veut, plus centrale du cerveau qui est différente du néocortex. C'est comme ce qu'on utilise comme, si on veut, le point de départ. Puis par rapport à ça, est-ce que le néocortex s'est accru de taille ou pas? Et on peut voir que les primates, ça, c'est tout ce qu'on voit ici. Ce sont tous les primates ont en moyenne un néocortex qui est proportionnellement plus gros, proportionnellement au reste du cerveau. Et c'est encore plus marqué si on va voir les grands singes. Ici, on voit qu'ils ont encore une tendance encore plus marquée d'avoir un néocortex proportionnellement plus grand. Et on voit les humains qui vont avoir poussé cette tendance-là un peu plus loin encore.
Un autre critère très important, puis là, ce n'est pas une liste exhaustive ici, mais c'est parmi les plus importants, c'est la densité neuronale, c'est-à-dire le nombre de neurones qu'on va avoir à l'intérieur d'une quantité de cerveau donnée, si on veut. Et ça aussi va être très important pour déterminer l'intelligence. Donc ici, on a un graphique où on a des insectivores et des rongeurs, et on voit les primates qui vont avoir dans le cortex cérébral, vont avoir une densité neuronale qui est plus élevée. Donc, c'est comme si on augmente un petit peu la capacité de computing, si on veut, là. Et c'est donc un autre facteur qui va faire qu'on est plus intelligent. Et là, on voit encore que ça fait partie de notre héritage primate, finalement, d'avoir plus de densité neuronale. Donc, c'est une combinaison. Comme je disais, ce n'est pas exhaustif, mais ça survole quand même les facteurs les plus importants. C'est une combinaison de ces facteurs-là qui fait que l'humain est très intelligent et on a vu que c'est en fait des caractéristiques primates. Que tout ce que l'humain a fait, c'est les pousser un petit peu plus loin, mais a pu faire ça parce qu'il partait déjà, si on veut, d'un cerveau qui avait déjà en place tous les avantages qui pouvaient juste être un peu améliorés pour arriver à une intelligence quand même assez exceptionnelle. Donc, on peut remercier les primates pour notre grande intelligence, notre héritage primate. Une autre caractéristique des humains, on va souvent parler de nos mains qui sont habiles, on peut fabriquer des outils, etc. En fait, la main, c'est quelque chose qui est, l'utilisation des mains est quelque chose que tous les primates font, comme on peut voir dans l'image ici. Entre autres, un des exemples, c'est que tous les primates vont prendre la nourriture et la porter à leur bouche. On va voir des fois des animaux qui vont faire ça aussi, comme l'écureuil, le raton laveur ici. Mais dans ce cas-ci, ces animaux-là doivent prendre leurs deux mains, deux pattes antérieures pour apporter la nourriture à la bouche. Mais on peut voir que les primates, on a vraiment cette capacité de préhension-là de la main qui fait qu'on peut faire ces activités-là avec une seule main. Donc, il y a déjà, chez les primates, cette prépondérance à utiliser les mains, avoir des mains qui peuvent accrocher des choses. Et lorsqu'on regarde différentes mains primates, premièrement, on va remarquer que tous les primates ont cette capacité-là de prendre des choses dans leurs mains. Et on va développer avec cette main préhensile-là, donc on va perdre tous les poils sur la paume de la main. On va développer des dermoglyphes pour augmenter la friction. Et on va avoir au bout des doigts souvent ce qu'on appelle des coussinets tactiles avec beaucoup de terminaisons nerveuses qui sont très sensibles. Et pour protéger ces coussinets tactiles sensibles-là, on va développer des ongles que tous les primates vont avoir au moins quelques ongles sur leurs doigts. Donc, on voit que beaucoup des caractéristiques de la main humaine sont en fait des caractéristiques tout simplement de primates. C'est juste pour montrer les différents coussinets tactiles qu'on peut voir sur différents types de mains primates. Ce que les humains vont avoir fait, c'est pousser ça un petit peu plus loin. C'est-à-dire que souvent, les mains de primates vont plier, tous les doigts vont plier plus ou moins au même niveau. Ça va faire comme une espèce de crochet ici. Tandis que les humains, on va plier les doigts. Par exemple, le petit doigt va plier un peu plus bas dans la paume que l'index. Et ça va donner comme une espèce d'angle de flexion qui est oblique dans la main, qui va nous permettre d'accrocher des choses de façon un peu différente et de façon un peu plus où la main s'enroule vraiment très bien autour de l'objet et nous donne une meilleure poignée. Et d'ailleurs, on peut voir aussi la main, on va développer quelques caractéristiques qui permettent de tourner un petit peu plus les doigts sur eux-mêmes, certains doigts sur eux-mêmes, qui va faire qu'on va pouvoir manipuler de façon assez précise des objets de différentes tailles, comme par exemple des percuteurs, qui vont faciliter à la fabrication d'outils, évidemment. Une autre caractéristique des humains, justement, en ayant un petit peu plus de flexibilité, de torsion dans les doigts, on est capable de faire ce qu'on appelle de précision de coussinet, donc de prendre des choses délicatement ou des fois avec un peu plus de force entre les coussinets des doigts. Pensez quand vous voulez enfiler le fil d'une aiguille, par exemple, dans le fil dans le chat d'une aiguille, c'est vraiment une prise qui est très utile. On peut voir que les grands singes n'ont pas cette capacité-là, en bonne partie parce qu'ils ont des longs doigts puis un pouce assez court.
Donc, c'est certain que certaines de ces caractéristiques-là rendent de nous des primates qui sont capables de manipuler avec un peu plus de précision que nos cousins. Mais à la base, si on compare une main humaine à une main de gorille, par exemple, on peut être frappé, j'espère, par la grande similarité de ces structures-là. Et que finalement, on n'a pas eu à modifier la main tant que ça pour avoir une main super habile. Une autre caractéristique un peu unique de l'humain, c'est cette capacité de lancer par rapport à plein d'autres primates. Si on a des images, on voit donc quelqu'un qui est en train de lancer. Si on veut, une des caractéristiques, regardez bien, c'est l'épaule et le bras qui va se positionner derrière le tronc. Ensuite, pendant le lancer, on va voir une extension complète du coude et finalement, si vous regardez dans le poignet, ici, on voit le poignet qui vient plier, qui vient se fouetter, si on veut, pour donner plus de vitesse au projectile. En fait, toutes ces caractéristiques-là qui sont nécessaires au lancer, c'est des caractéristiques qu'on hérite qu'on a d'un héritage primate, plus particulièrement ici d'un héritage qu'on va appeler hominoïde, de grand singe. C'est des adaptations, en fait, à la suspension. Si vous avez un chimpanzé, un grand singe, un gibbon, aussi un grand singe qui se suspend à côté d'un singe qui fait la même chose, finalement. Puis regardez bien la différence. Le singe qui se suspend, c'est comme s'il y avait les bras devant lui, il y a la tête qui part par en arrière. Le coude n'est même pas capable de faire une extension complète parce qu'il est comme il marche presque toujours avec les membres fléchis, ben, il n'y a pas la possibilité de faire une extension complète du coude. Tandis que nos grands singes, regardez, se suspendent avec deux bras, puis regardez, la tête est devant, bien dégagée, et pas, si on veut, si ce pauvre primate-là, vous allez voir sa nourriture qui est devant lui, il y aurait beaucoup de difficultés. Mais les grands singes vont donc avoir changé leur morphologie pour être des animaux qui se suspendent mieux, finalement. On peut voir les bras en extension complète aussi. Et pourquoi les grands singes, juste une parenthèse rapide, sont comme ça, c'est les grands singes étant généralement de taille plus grande. Quand on est arboricole et qu'on est gros, on a un peu un problème si on veut aller chercher la nourriture au bout des branches. J'ai oublié de dire, les singes, généralement, vont être plutôt quadrupèdes. Donc, ils vont marcher sur les branches ou sur le sol, s'ils sont quadrupèdes terrestres. Mais quand on est très gros, marcher sur une branche, il faut que la branche soit grosse. Et si on va aller chercher les choses qui sont au bout des branches, des fois les fruits mûrs, les feuilles plus tendres, la branche va se mettre à plier beaucoup, puis on ne pourra pas finalement aller jusqu'au bout de la branche. Donc, une façon élégante de contourner ce problème-là quand on est gros et arboricole, c'est de tout simplement se suspendre. Donc, les grands singes vont avoir développé cette capacité-là. Comment ça se traduit comment ils arrivent à être capables de se suspendre sans avoir la tête devant eux? C'est en changeant, dans le fond, la forme de leur thorax. Ici, vous avez des thorax. C'est comme si on avait enlevé la tête de l'animal puis on regardait d'en haut. On voit le thorax avec l'omoplate, la scapula. Donc, un singe, comme vous avez à gauche ici, a un thorax qui est profond antéro-postérieurement ou de l'avant vers l'arrière, avec un omoplate qui est sur le côté et l'articulation avec l'humérus, donc le bras qui va faire face antérieurement ou vers le ventre. Et ça, ben, c'est une bonne orientation quand on est quadrupède. On veut effectivement les bras qui partent vers le ventre parce qu'ils vont aller toucher au sol. Les grands singes vont, pour pouvoir se suspendre, vont avoir élargi leur thorax. L'omoplate se déplace sur la partie dorsale du dos et l'épaule va être orientée beaucoup plus latéralement. Ce qui permet aux animaux, quand ils se suspendent, ces animaux-là, d'avoir donc pas les bras devant le visage et contrairement aux singes qu'on a ici. Une autre caractéristique, quand on se suspend, par exemple, très bien illustrée par notre orang-outan ici, s'il accroche une branche qui est très haute, on voit son poignet qui doit fléchir sur le côté. J'ai mis une image ici d'une main humaine, on voit donc le poignet qui est fléchi ici pour qu'il puisse accrocher la branche. On appelle ça une déviation ulnaire, donc quand on plie le poignet du côté du petit doigt. Et ça, il y a seulement les grands singes qui peuvent faire ça. Nous, les humains, on fait partie de ce grand groupe-là des grands singes, que je devrais appeler hominoïdes, en fait, mais pas les singes. Les singes ont un os, ils ont si on veut, des os qui empêchent ces mouvements-là. Mais les grands singes, pour justement faciliter la grimpe verticale, comme ça, vont avoir développé cette caractéristique-là. Et nous, faisant partie du grand groupe des grands singes,
on a gardé ces caractéristiques-là. Et c'est ces caractéristiques-là qui permettent à l'humain d'être un si bon lanceur. Donc, on voit ici le bras qui va se positionner derrière le tronc, qui est possible parce que nos épaules sont orientées latéralement. Le coude qui fait une extension complète et le poignet qui va faire une déviation linéaire pour venir fouetter et projeter notre objet très rapidement. Donc, vraiment, notre capacité de lancer, c'est en fait, on doit remercier les grands singes, notre passé de grands singes, parce que c'est de là que viennent les caractéristiques qui nous permettent de le faire. Une autre caractéristique unique, si on veut, des humains, évidemment, je ne peux pas en parler, c'est la bipédie. Donc, la bipédie, c'est marcher sur deux jambes. On sait que les grands singes vont être bipèdes occasionnellement, vont se redresser, marcher sur deux jambes, mais ils ne vont jamais le faire très longtemps. C'est donc ce qu'on va appeler une bipédie occasionnelle. Tandis que les humains, on sait, on est des bipèdes habituels. C'est même le seul mode de locomotion qu'on peut pratiquer. Donc ici, pour un peu illustrer les différences, je vais survoler ça seulement, là, mais les différences morphologiques de bipède versus un non-bipède, je vous mets le squelette d'un humain à côté du squelette de chimpanzé. Je veux juste souligner que le chimpanzé, pour faciliter la comparaison, je l'ai grandi pour qu'il soit aussi grand que l'humain, mais dans la réalité, ils sont beaucoup plus petits quand ils se tiennent debout. J'ai mis l'échelle ici à côté. Mais bon, c'est plus facile de les comparer directement quand on les a mis à la même taille. Donc, une des caractéristiques de la bipédie, ça va être des jambes qui sont longues, comme on peut voir ici sur notre humain. Des jambes plus longues, ça nous permet de faire des pas plus longs finalement. Et en faisant des pas plus longs, on peut techniquement couvrir des distances un peu plus grandes pour une énergie qui est à peu près comparable. Une autre caractéristique, c'est le genou qui va venir se positionner proche du centre de gravité. Donc, j'ai mis le centre de gravité en rouge ici. On voit que les genoux humains sont très, très proches du centre de gravité grâce à l'obliquité fémorale. Tandis que les grands singes, on voit que eux, leur fémur, leurs jambes vont descendre de chaque côté du corps et donc le genou va être très loin du centre de gravité, ce qui fait qu'un grand singe, quand il veut marcher de façon bipède, va avoir tendance à devoir basculer son tronc au-dessus de chacune de ses jambes lorsqu'il marche. Tandis qu'un bipède, les genoux étant très proches, peut juste positionner sa jambe proche de son centre de gravité et à peu près pas à basculer son tronc. D'ailleurs, j'ai décidé de mettre une petite vidéo, j'espère que ça va fonctionner. Regardez l'image à droite, la dame, qui va venir positionner son genou finalement très proche de son centre de gravité, parce que quand on marche, on est presque toujours juste sur une jambe. En fait, il faut être en équilibre. On laisse faire aller les hanches un petit peu, mais on doit regarder son tronc qui ne bascule pas du tout. Elle est capable de rester en équilibre sur une jambe puis sur l'autre parce que ses genoux sont très, très proches de son centre de gravité ici. Si ce n'était pas le cas, elle devrait basculer de chaque côté. Donc, il y a ça. Une autre caractéristique qui est évidente ici, c'est le bassin qui va devenir très, très court chez nos bipèdes, beaucoup plus court chez les grands singes. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, un bassin plus court? C'est que ça va permettre de libérer la région lombaire. C'est-à-dire que si on regarde le tronc d'un bipède et son bassin, on voit qu'il y a une distance, si on veut, entre ces deux régions-là qui permet une certaine flexibilité du thorax par rapport au bassin. Si on regarde les grands singes ici, on voit que la cage thoracique est très, très proche du bassin et donc tout le tronc, si on veut, est peu mobile, ne peut pas bouger. Le thorax ne peut pas bouger par rapport au bassin, pas beaucoup en tout cas. Les bipèdes vont avoir aussi développé, si on veut, une séparation de la tête et du thorax, ce qu'on voit qui est beaucoup moins le cas chez nos chimpanzés ici, où on voit que finalement le thorax et la tête ont très peu de séparation. C'est sûr que le chimpanzé peut bouger la tête un peu, mais il n'est pas aussi libéré que ce qu'on voit chez lui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a ces caractéristiques-là? Ben, c'est beaucoup pour la marche et pour la course, où on peut séparer le thorax du bassin et de la tête. Puis regardez pourquoi. Donc, quand on court, on lance une jambe vers l'avant. Et ça va nous débalancer, si on veut, ça va nous faire tomber puis tourner d'un côté. Et pour contrebalancer cet effet-là de la jambe qui avance à tour de rôle, on va reculer le membre supérieur et les épaules du même côté, où on va avancer celui du côté opposé. Donc, quand on avance la jambe verte, ici, c'est les épaules rouges qui avancent et vice-versa. Et ça permet de garder l'équilibre, de continuer à courir en ligne droite. Donc, regardez, je vais le recommencer. Si vous regardez les épaules, elles tournent constamment.
Mais la tête, elle, reste très stable parce que justement, on a séparé la tête du thorax et ça nous permet de garder la tête droite et évidemment de ne pas avoir la tête qui tourne à droite et à gauche, qui rendrait évidemment la direction, la course difficile à ce moment-là. Évidemment, une autre caractéristique que je dois mentionner un petit peu, c'est la perte du gros orteil opposable. Donc, on a un pied de grand singe ici versus un pied humain, où on voit le gros orteil vient vraiment s'aligner avec les autres et on va voir le développement d'une arche plantaire ici, qui est comme une structure bombée, si on veut, où le pied forme une structure bombée qui, lorsqu'on va mettre du poids sur cette structure-là, va s'écraser un peu comme une suspension de voiture. Et ça va permettre d'absorber un peu les chocs et ça va permettre aussi d'accumuler un petit peu d'énergie comme un ressort. Et là, quand on va se préparer à lever le pied du sol, ben, l'arche va se déplier et va redonner un petit peu d'énergie dans le système et va permettre un petit peu de sauver les moches. Une autre caractéristique des humains, ça va être le développement de très longs tendons, c'est-à-dire que le ventre du muscle va être assez petit et il va avoir ces longs tendons-là qui vont fonctionner comme des élastiques. Si vous regardez dans le grand singe, ici, par exemple, dans le mollet, il n'y a à peu près pas de zone tendineuse. Même chose pour les ischio-jambiers, où on va avoir un tendon chez les humains, il n'y a pas ça chez les grands singes. Donc, ces tendons-là, c'est comme des élastiques qu'on tire et qui vont, encore une fois, quand ils vont se reprendre leur position au repos, si on veut, vont permettre de remettre de l'énergie dans le système. Ils vont faire qu'on a une course, une marche qui est très, très efficace, où on dépense plus d'énergie pour un primate. Et aussi, nous, on va être capable de faire la course d'endurance parce qu'on dépense moins d'énergie, si on veut, à chaque pas. Une autre adaptation clé, si on veut, à la bipédie et à la course, c'est la perte, dans le fond, pas la perte du poil, mais la réduction très, très marquée de nos poils qui fait qu'on fait de la place pour des glandes sudoripares. Donc, on va avoir rajouté des glandes sudoripares et on va pouvoir transpirer beaucoup sur une peau qui est à peu près dénudée. La transpiration, sa fonction, c'est de rafraîchir le corps. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on produit un petit peu d'eau à la surface de la peau. Cette eau-là, quand elle s'évapore, c'est une réaction endothermique, ça veut dire qu'elle absorbe un peu d'énergie, elle va absorber l'énergie du corps et elle va ainsi permettre au corps de se rafraîchir. Donc, un système de thermorégulation très efficace. En contraste, les animaux comme d'autres mammifères poilus, comme un chien ici, n'ont évidemment pas cette capacité-là. Ils vont, si on veut, thermoréguler en haletant, en ouvrant la bouche avec la langue, mais on comprend que c'est un système qui est beaucoup moins efficace. Et d'ailleurs, ces animaux-là, que ce soit les chiens, les lions, etc., quand il fait très, très chaud, leur façon de préserver une température corporelle qui n'est pas trop élevée, c'est d'aller se coucher à l'ombre. Ils se prélassent donc à l'ombre quand il fait très chaud. Et ce n'est pas par paresse, mais c'est par nécessité physiologique. Mais les humains, évidemment, on s'est adapté à pouvoir continuer à fonctionner même quand il fait très chaud. Normalement aussi, on a gardé quelques poils, dont entre autres sur la tête, normalement, pas sur cet exemple-là. Mais, et sur la tête, ben, c'est justement pour protéger le cerveau de recevoir trop d'ensoleillement direct et donc de protéger le cerveau de surchauffe ici. Donc, on va les avoir gardés à certains endroits stratégiques seulement. Donc, la marche puis la course d'endurance, qu'est-ce que ça donne à l'espèce humaine? Ben, ça lui permet d'avoir un plus grand territoire d'exploitation. Donc, je sais qu'on a avec les grandes jambes et tout ça, cette capacité de marcher, on peut à chaque jour aller un peu plus loin qu'une espèce qui n'aurait pas ces adaptations-là. Et qui dit plus grand territoire d'exploitation, dit souvent aussi un plus grand potentiel de migration pour l'espèce. Donc, ça, c'est pour la bipédie. Et maintenant, je vais parler un petit peu de la reproduction qui est aussi unique chez l'humain. Ici, vous avez un graphique qui montre différents cycles de vie qu'on appelle de différentes espèces de primates ici. Donc, on a la gestation, la période fœtale, puis on a la période qui appelle l'enfance, période juvénile, finalement, l'âge adulte. Une des caractéristiques des humains par rapport à d'autres primates, c'est une très, très longue longévité et aussi une période juvénile qui est quand même très, très longue aussi. Ici, marquée à peu près 19 ans. Ça peut être un petit peu plus court, là, mais c'est quand même très, très long pour les primates, pour les humains.
Mais on sait que la longévité, puis aussi, si on veut, le temps que ça prend avant qu'on puisse être fertile, si on veut être adulte, c'est quelque chose qui est proportionnel à la masse corporelle. Donc, si on regarde ici un graphique, on a, c'est des valeurs logarithmiques, là, mais si on a la masse et on a, si on veut, le LS, la ligne LS, c'est l'espérance de vie de l'animal, puis l'âge à maturité de l'animal. En pointillé, on a une régression pour les mammifères en général. Donc, on voit que plus on est gros, plus notre espérance de vie va être grande. Okay? Donc, plus l'animal est gros, généralement, plus il va vivre longtemps. Et ça va un peu main dans la main, si on veut, et aussi, si on veut, la période, l'âge à laquelle il va être mature, va pouvoir commencer à se reproduire, va être aussi plus grand. Okay? Donc, on voit qu'il y a une relation masse et ces facteurs-là chez les mammifères. Mais ce qui est intéressant ici, les lignes noires, c'est les lignes pour les primates. Et on voit que les primates, en général, ont des valeurs plus grandes qu'attendues pour leur masse. Donc, on voit que les primates, pour une masse donnée, par exemple, ont une espérance de vie plus grande que les mammifères en général et vont avoir aussi un âge à maturité qui est plus grand par rapport à d'autres mammifères. Donc, on a déjà, en étant primate, des caractéristiques qui font qu'on va avoir une espérance de vie plus longue et un âge de reproduction qui est plus long. Donc, si on regarde nos plus proches cousins, les chimpanzés, par exemple, ici, c'est des vieilles données. Je pense que les données plus récentes étendraient un petit peu plus cette période-là, mais ont quand même une très longue enfance aussi. Donc, c'est vraiment des caractéristiques primates qu'on a poussées, si on veut, un peu plus. Mais une des choses, en fait, d'avoir une très longue enfance comme ça, à prime abord, ça peut être contre-intuitif, dire « Ah, mais c'est pas tellement adaptatif » parce que si les enfants sont enfants très longtemps, on peut moins se reproduire parce qu'il faut s'occuper de ces enfants-là pendant plus longtemps, donc ça donne moins de chances de se reproduire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que chez les humains, on va aller modifier l'intervalle entre les naissances. Si je vous donne des exemples d'intervalles entre les naissances de différentes espèces de primates, plus on est petit, souvent les intervalles ont tendance à être plus petits. Donc, les macaques, par exemple, 1 à 2 ans, les babouins, 2 ans. Mais quand on arrive chez les grands singes, ces intervalles-là vont être plus longs. Et on voit donc, entre autres, l'orang-outan qui est vraiment celui qui a le plus long intervalle. On parle autour de 8 ans pour qu'une femelle orang-outan entre un bébé et le deuxième. Donc, on voit que les intervalles sont très, très longs. Ça a l'avantage de favoriser la survie beaucoup des bébés, mais c'est quand même, ça limite le nombre d'enfants qu'une femelle orang-outan peut avoir. On voit que chez les grands singes africains, ces chiffres-là sont un peu plus bas. Mais ce que je veux surtout vous attirer votre attention, c'est chez les humains, malgré qu'on ait une masse corporelle plus importante en général, on a réussi à réduire l'intervalle entre les naissances par rapport à nos cousins les grands singes. Et ça, c'est mesuré même chez des populations de chasseurs-cueilleurs en passant. Donc, on a vraiment réussi on a des enfances qui sont très longues. Probablement que ces enfances-là, en fait, sont très longues justement pour permettre à l'humain d'accumuler toutes les connaissances culturelles qu'il doit savoir pour être un adulte adéquat. Mais donc, on a une période qui est très longue, mais on va avoir plusieurs enfants, une femelle va avoir plusieurs enfants qui vont finalement être dépendants d'elle pendant plus longtemps. Donc, c'est pas évident. Par exemple, il y a toujours, on va dire, mais pourquoi tous les primates font pas ça ou les grands singes font pas ça de réduire l'intervalle entre les naissances? C'est souvent parce qu'il y a des coûts énergétiques à avoir des bébés. Donc, la mère doit survivre à ses propres besoins et lorsqu'elle a un bébé dépendant, elle doit aussi subvenir aux besoins, trouver toute l'énergie nécessaire pour la survie du bébé et la croissance de ce bébé-là. Donc, c'est pas évident de juste dire « Ah, je vais avoir plus de bébés ». Des fois, on n'a juste pas l'énergie, si on veut, en calories là, pour soutenir ces plus de bébés-là. Mais les humains ont réussi à le faire. Comment? Une des raisons, c'est probablement en instaurant, pas de façon consciente, là, mais un mode de reproduction plus basé sur la monogamie. La monogamie, dans le fond, l'avantage, c'est qu'on va avoir un mâle qui se reproduit avec juste une femelle et il va reconnaître les bébés de cette femelle-là comme étant ses propres bébés et donc va vouloir s'investir dans la survie de ces bébés-là. Donc, ça fonctionne comme ça. Dans le cas de beaucoup d'espèces de primates, on va être plutôt polygyne. Donc, il va y avoir un mâle qui contrôle la reproduction de plusieurs femelles.
Ce mâle-là, normalement, reconnaît les bébés comme probablement étant les siens, mais il va avoir plusieurs bébés parce qu'il y a plusieurs femelles. Donc, on ne peut déjà pas beaucoup donner d'énergie à juste un ou deux. Et surtout, en fait, un mâle qui contrôle la reproduction de plusieurs femelles, ça veut dire qu'il y a plein de mâles qui n'ont pas de femelles. Et il va y avoir constamment des mâles qui tournent et qui vont vouloir prendre sa place, finalement. Donc, la grande majorité de l'énergie du mâle, d'un mâle dominant polygyle, ça va être consacré à repousser les autres mâles. Donc, une énergie d'un point de vue reproducteur, si on veut, pour la femelle qui est gaspillée. Mais avec la monogamie, ben, on recrute un autre adulte pour venir nous aider à supporter les bébés. C'est évidemment gagnant. Une autre extension un petit peu de ça, c'est cette idée de vie de groupe aussi chez les humains. Ça, c'est une caractéristique primate, mais cette idée aussi de famille étendue. Donc, on a plusieurs individus apparentés autour de nous qui aussi peuvent nous aider dans le soin aux bébés, aux juvéniles, et donc augmenter le nombre de juvéniles qu'une femme peut avoir. Et aussi, possiblement, l'évolution de la ménopause. Donc, la ménopause, c'est l'interruption de la fertilité chez une femme bien avant qu'elle ait atteint la fin de son espérance de vie. Donc, ça peut paraître contre-adaptatif, la ménopause, parce que comment on calcule le succès reproducteur d'une espèce? C'est pas d'une espèce, mais d'un individu, ou le succès, l'aptitude darwinienne d'un individu, c'est le nombre d'enfants qu'il va avoir qui survit jusqu'à l'âge adulte, à l'âge de reproduction. Donc, ça paraît, plus on en a, meilleur est notre succès reproducteur, notre aptitude darwinienne. Donc, ça peut paraître contre-intuitif d'arrêter notre reproduction. On va nécessairement réduire le nombre potentiel d'enfants qu'on pourrait avoir. Mais en fait, une des hypothèses les plus connues puis les plus supportées, je dirais probablement, c'est cette idée de l'hypothèse de la grand-mère. Donc, on sait que quand on calcule très froidement, si on veut, le succès reproducteur d'un individu, chaque enfant compte pour 0,5, par exemple, parce que la moitié de ses gènes sont dans chacun de ses enfants. Et deux petits-enfants comptent pour, chacun compte pour 0,25. Donc, deux petits-enfants, c'est comme avoir un enfant. Donc, si une personne réussit à s'assurer qu'il y a deux petits-enfants de plus qui survivent, c'est exactement la même chose d'un point de vue là, du succès reproducteur qu'avoir un enfant de plus. Donc, dans un contexte où on a des individus qui vivent en famille étendue, qui vivent en groupe, ça peut devenir plus avantageux pour une femelle d'arrêter sa propre reproduction, de mettre au monde un enfant qui va prendre presque 20 ans à devenir adulte, et elle n'aura peut-être pas le temps de le mettre, si on veut, de l'amener à terme, mais plutôt de consacrer son énergie à la survie de ses petits-enfants, surtout s'il y en a beaucoup, étant donné qu'on vit dans des groupes familiaux avec probablement plusieurs petits-enfants dans le groupe. Donc, si elle peut s'assurer qu'elle augmente la survie des petits-enfants, elle va être gagnante en fait. Il n'y a pas beaucoup d'espèces où les femelles vont avoir une ménopause, mais il y a quelques cétacés, dont les orques. Et les orques vont vivre en cellules familiales centrées sur les femelles. Donc, il va y avoir souvent une femelle plus âgée qui est en fait la mère des adultes et la grand-mère de plusieurs des individus dans le groupe. Et on a pu mesurer, si on veut, la survie des bébés dans des groupes où il y avait des femelles ménopausées, donc probablement les grand-mères des petits, et les groupes où il n'y avait pas de femelles ménopausées. Et on est capable de mesurer que la survie des bébés dans les groupes de femelles ménopausées, où il y avait au moins une femelle ménopausée, était meilleure. Fait qu'on a des données empiriques qui semblent supporter l'hypothèse de la grand-mère. Donc, cette image-là d'une grand-mère humaine qui s'occupe probablement ses petits-enfants, c'est central finalement, probablement, à comment les humains se reproduisent. Donc, on voit que des caractéristiques humaines qui sont uniques à l'humain, qu'en fait, si on veut, beaucoup de ces caractéristiques-là prennent leur source, dans le fond, dans le fait qu'on est des primates. Et donc, on se situe vraiment dans ce groupe-là, mais beaucoup de notre succès, si on veut, comme espèce, est en fait un indicateur, est en fait dû au fait qu'on est des primates. Je ne pense pas qu'on aurait pu avoir ce succès-là et prendre ce poids-là, si on veut, dans le monde, si on n'avait pas eu, si on n'était pas en fait une espèce de primate.
Donc, pour répondre à la question que je posais tantôt, c'est quoi les raisons du succès de l'espèce humaine? Bien évidemment, comme on l'a vu, c'est une combinaison de facteurs. Mais ce que je voulais faire ressortir aujourd'hui, j'espère, c'était en fait que l'héritage primate était central à notre succès et que c'est pour ça, dans le fond, qu'on a ce succès-là. C'est parce qu'on est des primates et pas un autre type d'animal. Donc, je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que j'étais à peu près dans le temps. Merci, merci Michel. Oh, c'était vraiment fascinant. Ça nous rappelle à l'ordre là, hein. On est, on doit remercier toutes nos racines avec les primates. Ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on oublie, hein. Alors là, je suppose que là, les questions vont fuser là, dans la séquence, hein. Ça concerne notre passé, notre futur, hein, finalement, dans tout le contexte du colloque. Alors, je ne vois pas de main levée. Alors, peut-être que je ne vois pas tout le monde. Annie, est-ce qu'il y a des mains levées? Alors, Il n'y a pas de main levée. Non, pas Il n'y a pas encore. de main levée en ce moment. Non. Pas de main levée. OK. Bon, j'avais une mini-question, mais je ne sais pas. Peut-être que je vais la poser comme ça pour démarrer. Merci. Peut-être que finalement, justement, là, tu nous as montré que c'est vraiment complexe. Il y a tout un panel de traits. C'est pas seulement le cerveau. C'est peut-être trop focalisé sur le cerveau au début en paléoanthropologie, mais là, il y a tout un panel de traits au niveau du squelette non crânien. Euh, Finalement, ma question, c'est il n'y a pas de hiérarchie dans ces traits. Tous ont contribué. On ne peut pas imaginer, comment dire, un chemin évolutif. Oui, on pourrait imaginer un chemin qui nous aurait amené à un différent résultat. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Ben, je crois qu'il y a beaucoup de l'évolution. Il y a un côté aléatoire, dans le sens où le chemin évolutif qu'on a pris n'était pas tracé d'avance. On part avec ces blocs-là au départ et nécessairement le seul chemin qui peut être emprunté, c'est celui-ci. Je pense qu'on n'aurait peut-être jamais pu évoluer aussi, hein. Donc, oui, moi, je crois qu'il y a un nombre infini de chemins évolutifs qui pourraient être pris. C'est sûr que nous, on regarde toujours vers le passé en étant paléoanthropologue, donc on interprète l'actuel ou le passé à partir de ce qu'on voit de l'actuel, mais l'actuel aurait pu être quelque chose de complètement différent. Puis bon, je dis, on a pu devenir ce qu'on est devenu parce qu'on est des primates. C'est 100% vrai, mais j'imagine qu'on pourrait imaginer d'autres groupes qui développeraient pas comment je dirais, une dominance de la planète. On pourrait imaginer une autre expérience parallèle à celle de la Terre, mais ils ne seraient pas bipèdes. Il n'y aurait pas nécessairement des mains pour manipuler. Les caractéristiques pourraient être complètement différentes, qui feraient qu'ils auraient un très grand succès. C'est sûr que là, moi, comme je dis, on interprète le passé à partir de la lumière du présent. Là, fait qu'on a une vision très... c'est quand même assez étroite parce qu'on veut comprendre aujourd'hui, fait qu'on regarde juste qui nous intéresse d'aujourd'hui, finalement. Mais non, en fait, ce que je crois sincèrement, c'est que le chemin évolutif aurait pu être n'importe comment. Nous, c'est un des millions d'options qui auraient pu se prendre. Ça aurait pu être d'autres groupes aussi. Peut-être que dans quelques millions d'années, ça va être les singes qui vont prendre le dessus. Je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup plus de singes en nombre d'espèces qu'il y a de grands singes. Mais bon, j'avoue qu'on a une dominance tellement totale, j'ai la misère à imaginer qu'on disparaîtrait. Malheureusement, peut-être, pour la planète. Merci, Michel. Il y a Agathe qui a levé la main. Alors, Oui, donc on a plusieurs questions dans le chat. Je ne sais pas si okay. les participants ont levé la main d'ici là, mais si vous voulez, je peux les lire à voix haute. Oui, vas-y. Vous pouvez les voir dans le QR. La première question, pouvons-nous savoir si la bipédie humaine a favorisé la marche, brachiation inverse ou la course à endurance chez l'être humain? Je ne comprends pas la brachiation inverse.
Ah, cette idée d'un pendule inversé, peut-être? Bien, c'est sûr que toutes les adaptations à la bipédie, la marche et la course sont en fait deux façons de se déplacer assez différentes. Hein. Donc, mais ils ont beaucoup des choses qui font qu'un fonctionne bien, va être aussi utile à l'autre. Donc, tu sais, la marche, on a toujours un pied au sol. On a une toute petite période, il y a 2 pieds au sol, mais on est finalement toujours sur un seul pied. Fait que l'idée, c'est cette idée qu'on est sur notre jambe et on est comme un pendule inversé. On fait, tu vois, notre tronc bascule sur les jambes, puis c'est comme si le pied était le point de pivot. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on part puis on met la jambe. Donc, ça, c'est la cheville, là. Non, je ne serais pas capable. Ça, c'est la cheville. On met la jambe vers l'avant, puis là, on bascule le tronc. Puis, à un moment donné, le tronc est plus haut ici. Puis là, ben, il sert de cette énergie-là pour tomber vers l'avant. Puis là, on met une autre jambe, puis dans le fond, notre tronc monte et descend un petit peu comme ça. Fait que ça, c'est très énergétiquement très avantageux parce qu'on n'a presque pas besoin de se pousser vers l'avant. On se penche un petit peu vers l'avant, puis là, on fait juste comme constamment juste mettre une jambe devant l'autre pour ne pas tomber. Donc, on est des super marcheurs dans le monde des primates. La course, on ne court pas vite, par exemple. On n'est pas des sprinteurs. On est nuls dans le monde animal pour le sprint et même par rapport à d'autres primates. Mais on peut courir au jogging, si on veut, pendant très longtemps. Donc, faire des marathons, des ultramarathons. Il y a beaucoup d'animaux qui peuvent faire ça. Et ça, c'est toutes les adaptations. Bon, là, je passais très, très vite, là, mais toutes sortes d'adaptations que j'ai quand même survolées, dont, entre autres, la transpiration, aussi la respiration par la bouche, là, qui n'est pas unique à l'humain, qu'on va voir chez d'autres espèces animales, mais qui est plus unique dans le monde des primates. Donc, on est des très bons marcheurs, on est des très bons coureurs de fond, on va dire. Et ça, je suis sûre que ça contribue à notre succès, soit par expansion ou faciliter la chasse avant que les outils soient très bien développés et les armes de jet. Mais c'est vrai que dans toute la liste que j'avais dans ma présentation d'unicité humaine, si on veut, j'avais tous les traits. Puis la bipédie, c'est un petit peu l'intrus, je dirais, dans cette liste-là, parce que c'était tous les traits qui, dans le fond, on est primates, on a juste exagéré un petit peu les caractéristiques primates. La bipédie, c'est vraiment complètement unique. Il n'y a pas d'autres grands singes bipèdes habituels. C'est seulement notre lignée qui a développé ça. Et c'est vraiment juste unique à nous. Et on est super bons marcheurs dans le monde des primates et coureurs dans le monde des primates. Mais quand on se compare à d'autres animaux, comme d'autres mammifères, les chevaux, par exemple, là, on est moins bon. On est bon pour des primates, mais il a fallu qu'on fasse avec quelque chose. Puis, vous voyez, les primates, c'est pas à la base un groupe migrateur, qui prend des grandes distances. Et donc, nos adaptations à ça sont complètement nouvelles dans le monde des primates. Dans ce sens-là, la bipédie est un petit peu un intrus, parce que toutes les autres, c'est juste des caractéristiques primates poussées un petit peu plus loin. La bipédie, c'est vraiment un changement complet de locomotion. On a quand même très bien fait ça. La sélection naturelle a super bien agi et nous a rendu quand même très efficaces. Mais ultimement, si on voulait produire le marcheur spectaculaire, le plus spectaculaire de la planète, j'étais un dieu, puis que je croyais un dieu, puis que je disais, OK, je vais faire évoluer les espèces, je ne partirais pas d'un primate pour créer un super coureur. Tu sais, je partirais de quelque chose plus comme un cheval, probablement. Donc, mais tout ça pour dire qu'on a quand même bien fait avec ce qui nous avait été donné comme héritage primate. Mais c'est une des caractéristiques dans les 5 que j'avais, qui je pense nous a aidé beaucoup, mais qui est la moins primate, si on veut. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Donc, prochaine question de Karine Bates. Merci Michel pour cette présentation inspirante et limpide. Isabelle a bien raison de dire que cela nous remet à notre place. Question, d'après toi Michel, quels sont les changements évolutifs à venir? Ah! Très bonne question. On évolue constamment. C'est juste que la sélection, si on veut, la sélection naturelle pour nos changements est souvent relâchée. Tu sais, souvent, ce qui était dans le passé, des pressions sélectives très, très fortes, maintenant, on a tendance à les
les régler, si on veut, à les contourner avec la culture. Donc, il y a beaucoup des choses qu'on contourne de cette manière-là, donc on n'évolue plus comme peut-être c'était essentiel d'évoluer avant, si l'environnement, par exemple, se transformait, puis tout d'un coup, un aliment sur lequel on comptait absolument pour survivre disparaît, bien là, il fallait évoluer, se transformer, il fallait que l'espèce se transforme pour pouvoir, si on veut être adapté pour manger d'autres choses pour que l'espèce survive et devienne possiblement une autre espèce. On peut contourner beaucoup de ces problèmes-là maintenant avec la culture. Là où la sélection va probablement continuer à opérer, c'est quand on a de la difficulté à contrer la pression sélective. Et on a un peu un exemple, on a eu une grande pandémie nouvelle pour laquelle on n'était pas préparé. Beaucoup des personnes qui ont décédé, c'est des personnes âgées qui avaient passé, malheureusement pour eux, l'âge de reproduction, donc il n'y avait pas beaucoup d'incidences sélectives. Mais il y a quand même des jeunes qui sont décédés dans cette pandémie-là. Il y a donc eu une certaine sélection pour des individus qui étaient plus sensibles à cette maladie-là. Mais là, avec la culture, on a développé des vaccins, tout ça. Ça devient tout d'un coup, en très peu de temps, beaucoup moins un problème. Mais la population humaine n'est plus tout à fait la même qu'elle était il y a juste quelques années maintenant. Fait qu'on évolue constamment, mais parce que les conditions changent, et puis dès qu'elles changent, souvent l'humain va trouver une solution culturelle pour régler, si on veut, cette pression sélective-là, que c'est très difficile de prédire dans quel chemin on va aller. S'il n'y a pas... Il faut qu'une pression sélective soit là constamment pendant des milliers d'années pour arriver vraiment à un changement là, au niveau de l'espèce. Et on est incapable de prédire qu'est-ce que ça va être. Vous avez vu le film Back to the Future qui a été fait dans les années 80, puis il prédit toutes sortes de choses, mais il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. C'est comme presque impossible de savoir vraiment où on s'en va. Fait que je pense qu'on évolue toujours, mais les pressions sélectives ne restent pas assez longtemps pour qu'on évolue significativement dans une direction de façon constante. Je ne sais pas si je réponds à la question. Annick, il y a une autre question. Agathe, il y a une autre question? Oui, dernière question. Karine Bates a dit fascinant dans le QER. Puis, dernière question, est-ce que vous pensez dans quelques millions, par exemple, d'années, ces traits hérités des primates qui ont fait notre succès seront complètement différents et donc un véritable éloignement de nos origines primates? Non, parce que on va toujours être des primates. Ça, on ne s'en sortira pas. On ne peut pas être autre chose que des primates. Donc, on va toujours être des primates. On a transformé certaines caractéristiques primates, puis là, on en a fait des choses hyper importantes. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on se débarrasse de ces choses-là, à moins qu'elles nous deviennent inutiles, ou pas juste inutiles, mais même qu'elles nous nuisent dans le futur, où là, tout d'un coup, il faudrait effectivement là, comme avoir une sélection contre ces caractéristiques-là. Un gros cerveau, est-ce qu'on pourrait tout d'un coup avoir une sélection pour un cerveau plus petit? Ça arrive dans les espèces animales parfois, parce qu'un cerveau, c'est très cher énergétiquement. Comme nous, notre cerveau, il est à peu près 2 de notre masse corporelle, mais ça prend à peu près 20 de nos calories dans une journée pour le soutenir. Donc, c'est très, très, très cher, mais nous, les humains, c'est clair que c'est avantageux parce qu'on peut aller chercher beaucoup plus de calories, donc en bout de ligne, on est évidemment gagnant. Donc, on peut imaginer des scénarios où un gros cerveau devient pas si utile. Mettons que l'environnement devient très simple, puis tu as juste à te promener, puis à ramasser les choses par terre, puis tu as plus de calories que tu as besoin. Bien, tout d'un coup, le cerveau il serait peut-être moins utile, pourrait y avoir une sélection comme ça. Mais, je ne vois pas devenir complètement différent. Je pense qu'on va juste construire sur ce modèle-là, qui est un modèle primate, parce qu'on est tellement primate encore à plein de niveaux. On ne s'est pas transformé tant que ça. C'est sûr qu'on a l'air qu'on se trouve différent, mais on est un peu homo sapiens centrique parce que finalement, il y a plein de choses qui sont extrêmement similaires aux primates. Et je ne vois pas devenir quelque chose de complètement différent. Il y a Benjamin aussi qui veut poser une question. Oui, merci beaucoup pour cette présentation, très intéressante. Oui, j'avais une question, mais pour faire le lien peut-être entre nos deux présentations, c'était pour savoir justement dans
dans le développement de caractère, chez les Néandertaliens, beaucoup d'auteurs ont dit que c'était une adaptation spécifique au froid et d'autres auteurs disent que c'est juste de la dérive génétique par rapport aux multiples goulots d'étranglement qui sont à la base de cette espèce. Je voulais savoir si tu pouvais apporter quelques éléments dessus, si on en savait un peu plus maintenant ou les éléments qui sont toujours discutés ou discutables à ce sujet. Je pense qu'au niveau du post-crânien, c'est-à-dire en bas du cou, c'est clair que les adaptations ont vraiment l'air de suivre des modèles mammifères qu'on va voir, c'est-à-dire des masses assez importantes, des membres plus courts. Et on sait que les Néandertaliens d'Europe, c'était des environnements quand même assez froids, même si ça pouvait fluctuer dans ta présentation, que de façon moyenne, je dirais, c'était assez froid et sec. Et donc, beaucoup de ces adaptations-là vont dans le sens attendu, si on veut. Fait que je pense qu'au niveau du post-crânien, c'est probablement des adaptations, si on veut, à ces climats particuliers-là. Au niveau du crânien, là, c'est moins clair. C'est des études qui, je pense, qui ont regardé un peu comment... C'est toutes des statistiques, là, mais ils regardent la variation des traits, tout ça. Ils sont arrivés à la conclusion que la morphologie crânienne néandertale était mieux expliquée par des phénomènes de dérive génétique, donc des phénomènes aléatoires. C'est une population qui est isolée, justement, par goulot d'étranglement. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'effets fondateurs et de dérives génétiques. Et on va changer, évoluer, parce qu'évoluer, ça veut dire changer. Dans le fond, on va se transformer, mais pas par adaptation à quelque chose en particulier, juste par... il y avait plus d'individus avec des gros nez dans cette population-là, fait que tous les descendants des plus gros nez, mais ce n'était pas nécessairement une adaptation à l'environnement. Cela dit, il y en a qui pensent que les gros nez, il y avait une sélection pour ça, c'est une adaptation au froid et à, je pense, un système métabolique très élevé qui faisait qu'il fallait qu'il inspire beaucoup, beaucoup d'air parce que, il faut brûler de l'oxygène pour avoir des calories et que c'était aussi une combinaison du froid, mais aussi d'un métabolisme très, très, très élevé. Il fallait qu'il inspire beaucoup, beaucoup d'air pour être très robuste et plein d'énergie et que c'était comme une combinaison de ces deux facteurs-là qui fait qu'il y avait des grosses ouvertures nasales. Là, j'avoue que je ne suis pas une spécialiste de cette région-là, là, je ne sais pas, mais c'est peut-être qu'il y avait pour certaines parties du corps, du crâne, peut-être quelques adaptations comme ça, mais je dirais que pour le nez, ça reste encore... Il y a ces hypothèses-là, mais je ne sais pas à quel point c'est si bien supporté et accepté. Mais c'est possible, mais je pense que tout ce qui est plus la forme, là, le crâne long et bas et tout ça, il y en a qui ont parlé que le crâne peut être mieux balancé parce qu'il était très prognate, donc il fallait qu'il y ait le crâne plus long en arrière pour qu'il soit mieux balancé sur le cou pour moins avoir à contracter les muscles. Apparemment, ce ne serait pas le cas, que ce serait plus par dérive génétique, tout simplement. OK, merci beaucoup. Bienvenue. Il a une question dans le Q&R. Oui, je ne les vois pas, si vous pouvez me les lire, parce que quand je clique dessus, je ne vois rien. Oui, non, avec... Enfin. En fait, je pense que toutes les questions ont été répondues dans le Q&R. OK. Ouais, en tout cas, j'ai réussi. Je les vois maintenant, puis j'en vois pas de nouvelles là. Il n'y en a pas d'autres? Pas d'autres questions? Pas de ce que je vois, il n'y a pas de main levée non plus. OK. Alors, eh bien, en tout cas, un très grand merci à Michel et à Benjamin. Ça nous a amené à réfléchir sur notre sort passé, mais aussi notre sort futur. L'humain globalisé dans tous ses états, c'est sûr. On est en train de changer les mécanismes de l'évolution, peut-être avec notre culture, qui sait. Le climat, où est-ce qu'il s'en va? On est en train de changer la situation globale. Alors, est-ce que l'humain va avoir plus de sagesse pour arriver à une solution aussi? C'est ça qui... En tout cas, un très grand merci au CADA, à tous les organisateurs d'avoir fait cet événement. Merci beaucoup. Merci.